Depuis la fin du mois de janvier 2026, une commission d'enquête parlementaire se penche sur le traitement judiciaire des enfants victimes d'inceste et interroge en particulier les dérives socio-judiciaires qui amènent à ne pas poursuivre les auteurs, à ne pas prendre en compte la parole des enfants qui ont révélé ces faits, voire à retourner contre eux leurs allégations grâce à la stratégie du syndrome d'aliénation parentale ou de ses dérivés, qui permettent aux auteurs d'accuser le parent protecteur de manipulation lorsque les enfants révèlent. Une stratégie qui a entraîné le placement de nombreux enfants chez le père dénoncé ou en foyer et l'éloignement de la mère. J'accueille donc cet après-midi Monsieur Stéphane Oustric, qui est président du Conseil national de l'Ordre des médecins, bienvenue, et le docteur Christine Louis Vada, présidente de la section éthique et déontologie. Bienvenue à vous aussi. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, qui est relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Pour cela, il faut qu'il soit à la petite lumière rouge. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, je le jure. Merci Madame la Présidente, je le jure. Monsieur Oustric. Merci Madame la Présidente, Mesdames les vice-présidentes, Monsieur le vice-président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les secrétaires, Monsieur le secrétaire, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs. Alors c'est un moment important. Je souhaite tout d'abord vous remercier très sincèrement de cette invitation à un temps d'expression libre et éclairé que vous offrez à l'institution ordinale des médecins. Ce temps va nous permettre une mise au point nécessaire et attendue. Alors que ça soit très clair, d'abord elle est et avant tout attendue par les enfants victimes, que l'on écoute peu ou pas. Ensuite, par l'immense majorité des mères trop souvent stigmatisées ou pire. Mais votre ordre départemental a pourtant poursuivi le docteur Eugénie Izard pendant 8 ans, suite à un signalement de maltraitance qu'elle avait effectué. Et vous n'avez jamais pris en compte ni la parole de l'enfant, ni celle de sa mère que vous avez stigmatisée pour prendre le parti de ce père médecin. À l'époque, le plaignant n'avait qu'un élément de simple témoin. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une partie à l'instance. Donc, il peut porter plainte directement au conseil départemental. Le conseil départemental n'a aucune capacité à arrêter et bloquer cette plainte, qui doit arriver à la chambre de première instance. Il n'y a que le magistrat qui préside cette chambre qui peut intercéder sur des éléments d'acceptabilité ou pas de la plainte déposée et la passer donc en jugement. Mais pour quelqu'un qui souhaite faire valoir ses droits, il est donc parti à l'instance, il a accès à la totalité de la procédure et il peut faire appel, voire cassation. Donc ça veut dire que la justice française dans son ensemble a tous les éléments réunis pour que tout citoyen et justiciable y soit dans le même élément. Il y a un bémol à cette présentation idyllique. En réalité, le citoyen ordinaire ne peut porter plainte que contre un médecin libéral. Les médecins hospitaliers, les experts judiciaires ou les médecins de l'ordre ne peuvent être déférés que par l'ordre des médecins lui-même, le procureur ou le préfet, ce qui, en pratique, n'arrive quasiment jamais, leur donnant un statut d'impunité de fait. De plus, l'Inspection générale des finances a d'ailleurs relevé dans son pré-rapport de janvier 2026 des insuffisances persistantes dans le traitement judiciaire des plaintes par l'ordre. La gestion de l'ordre des médecins souffre d'un défaut de transparence et de contrôle et est affectée de nombreuses irrégularités. Ces missions sont inégalement exercées et, en particulier, le traitement des signalements et plaintes par les conseils de l'ordre ne permet pas de garantir que les manquements déontologiques soient effectivement poursuivis. Les plaintes des malades s'entassent au point que la sécurité des patients est menacée, notent les inspecteurs. Ordre des médecins. L'IGF saisit la justice. RIST envisage une dissolution du Conseil de l'Ordre de Paris. Ces dysfonctionnements s'accompagnent de défaillances majeures dans l'exercice des missions disciplinaires.
des signalements et des condamnations pénales, y compris pour des faits d'une particulière gravité, n'ont pas fait l'objet de suites appropriées ou ont été traités avec des délais incompatibles avec les exigences de protection des patients et des praticiens. Le directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France prononce la dissolution du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris. L'idylle administrative a donc quelques fissures. Ce n'est pas l'ordre des médecins, ce n'est pas les médecins qui font les sanctions ou qui font les acceptations. Pourtant, c'est bien l'Ordre des médecins qui juge. La composition des formations de jugement des chambres disciplinaires comporte habituellement 5 médecins et un juge administratif. Donc nous, on va porter ce qu'on a déjà fait, la demande d'un nouvel article, le 4124-2-1 du Code de la santé publique, qui vise à protéger les médecins signalant les violences. La solution, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. Si les médecins, ils savent que dans toutes les circonstances, ils sont protégés, aujourd'hui, ils ne sont protégés que par le Code de procédure pénale. Ils ne peuvent pas l'être dans l'autre cas, puisque l'autre cas ne dépend pas de l'ordre des médecins. C'est aussi bien les médecins de l'ordre qui sanctionnent des médecins signalants, sans appliquer de façon constante la loi pénale conçue pour protéger ceux qui alertent dans l'intérêt de l'enfant. Un nouvel article ne protégera pas plus les médecins face à un ordre qui applique de manière arbitraire le droit pénal. Dans certaines décisions, la loi est parfaitement appliquée, comme cette décision du 3 décembre 2024, où il a été jugé que le signalement adressé à la CRIP, alors même qu'il ne fait état que des soupçons du docteur A, rapporte des propos de la mère de l'enfant qu'il n'a pas vérifiés et comporte des mentions sur la procédure administrative qui n'ont aucun caractère médical, étaient destinées à protéger l'enfant et répondaient, de ce fait, aux conditions posées par l'article 221-14 du Code pénal et l'article R 4127-44 du Code de la santé publique. Le docteur A ne peut donc se voir reprocher aucun manquement déontologique du fait de l'envoi de ce signalement. Mais dans d'autres décisions, l'Ordre des médecins choisit de ne pas l'appliquer. C'est ce qui a été le cas pour 3 pédopsychiatres sanctionnés en 2022 et 2023 pour le contenu de signalements destinés à chaque fois à protéger un enfant en danger. On est bien dans une justice partiale du 2 poids 2 mesures. Un nouvel article ne changera donc rien à la protection des médecins contre les sanctions prononcées par son propre ordre. Donc, quand vous êtes dans des parents et dans un couple, souvent, il y a 2 personnes. Voilà. Et quand l'autre personne porte plainte, vous êtes obligé d'instruire une plainte. Voilà. Pas nous, puisque c'est la chambre disciplinaire qui va décider. Pas vous ? La chambre disciplinaire, c'est bien l'ordre des médecins, composé par les médecins des conseils de l'ordre. Pas vous ? Pourtant, l'ordre des médecins a continué à poursuivre seul le docteur Izard, alors que le plaignant s'était retiré. Le docteur Izard a commencé à être poursuivi par son ordre en 2015, après avoir effectué un signalement sur une enfant qui avait révélé avoir été maltraitée par son père, médecin. Au lieu de s'inquiéter du sort de l'enfant et de s'occuper de poursuivre le père visé, le Conseil de l'Ordre de Haute-Garonne, dont le docteur Oustric est devenu président en 2018 et jusqu'en 2025, a poursuivi le docteur Izard pendant plusieurs années sur la base de la pseudo-théorie de l'enfant aliéné et l'a condamné à plusieurs reprises, dont 2 fois successivement pour un signalement différent. Citons. Devant la gravité des faits, établis par les pièces produites par le docteur, le père, le conseil départemental, conformément à sa mission légale de veiller au respect de leurs devoirs professionnels par les médecins, article L 4124-2 du Code de la santé publique, décidait de saisir lui-même la chambre disciplinaire des faits commis par le docteur Izard.
Le docteur Izard n'a ainsi de toute évidence nullement pris la mesure de ses agissements, une sanction symbolique demeurerait sans effet. C'est pourquoi la Chambre disciplinaire nationale réformera la décision entreprise et prononcera une sanction proportionnée à la gravité des faits commis. Le signalement et l'information préoccupante ne sont pas soumis aux règles déontologiques qui régissent la rédaction des certificats médicaux. Un arrêt du Conseil d'État du 19 mai 2021 le confirme expressément. Les signalements ou informations préoccupantes visent à alerter les autorités compétentes et non à établir une preuve médicale. Le médecin peut donc rapporter dans un signalement ou une information préoccupante des faits ou des informations qu'il n'a pas lui-même constatées. Et cette différence, elle est essentielle à comprendre. Pourtant, comme on vient de le voir, plusieurs médecins ont été condamnés pour la rédaction de leurs signalements et de leurs informations préoccupantes par l'ordre, comme s'il s'agissait de certificats. Il faut appréhender cette distinction. C'est absolument essentiel. C'est la base de la protection des enfants. Vous signalez au procureur, vous faites une information préoccupante, vous pouvez mettre dans votre signalement ou votre IP ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas constaté. Vous ne serez, et j'ai des chiffres à l'appui, jamais condamné. Je le dis très clairement, très fortement. Vous pourrez être poursuivi, on peut tous être poursuivis, mais vous ne serez jamais, et on va voir comment on pourrait protéger les médecins, mais vous ne serez jamais condamné. Faux. Encore une fois, plusieurs médecins ont été condamnés pour la rédaction de leurs signalements et de leurs informations préoccupantes par l'ordre. Vous ne serez, et j'ai des chiffres à l'appui, jamais condamné. De dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci Madame la Présidente, je le jure. Donc en février 2022, déjà, le Conseil national a proposé la création d'un nouvel article L4124-2-1. En février 2022 ? Et nous sommes en 2026 et toujours rien ? En 2022 et 2023, pourtant, plusieurs médecins ont été condamnés par la Chambre nationale pour leur signalement. Il y a donc les belles intentions affichées, mais la réalité est tout autre, et réduit au silence et terrorise tous les médecins qui devraient signaler. Par ailleurs, ces sanctions n'ont fait qu'aggraver la situation, car elles font jurisprudence et rendent les médecins encore plus frileux. Cet article dans le Code de santé publique permettrait de protéger le médecin qui procède à un signalement. La proposition est ainsi rédigée. Les médecins ne peuvent être traduits pour des faits relevant du 2e et 3e alinéa de l'article 226-14 du Code pénal devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la Santé, le procureur de la République, le directeur général de l'Agence régionale de santé, le Conseil national ou le Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit. En gros, on ne peut pas empêcher des poursuites, donc, sauf si ces poursuites ne sont autorisées que par les autorités que je viens de citer. Donc le Conseil national souhaite ainsi protéger les médecins signalant des risques de poursuite de la part des auteurs présumés de ces violences, en limitant la saisine de la juridiction disciplinaire ordinale à certaines autorités limitativement énumérées. C'est un point majeur, et je m'excuse de le répéter, pour l'engagement massif de toutes nos consoeurs et de tous nos confrères. Nous l'attendons depuis 2022, nous cherchons désespérément un cavalier pour qu'il apparaisse, c'est essentiel. Mais dans le même temps, des médecins qui signalent sont poursuivis et condamnés par l'ordre alors qu'ils ont juste voulu protéger des enfants. Aucune immunité n'est donc garantie par ce système. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres pour l'année 2025 et on vous donnera les chiffres à partir de 2023. Mais pour 2025,
Les procédures disciplinaires engagées à l'encontre des médecins en 2025, il y en a sur 2142 affaires jugées, chambre de première instance et chambre d'appel comprises, d'accord ? 5 concernaient des signalements. Ces 5 saisines ont donné lieu à 5 relax. Si vous aviez besoin d'une démonstration qu'un médecin qui réalise un signalement ou une information préoccupante, qu'il transmet aux autorités judiciaires ou administratives, ne sera jamais condamné, même par les chambres disciplinaires qui sont indépendantes, vous en avez là une démonstration et les chiffres des années précédentes jusqu'à 2023 le démontrent. Là encore, c'est faux. Le docteur Izard et d'autres médecins ont été poursuivis et condamnés pour informations préoccupantes et signalements par des décisions rendues en 2022 et 2023. Les dates existent, les décisions aussi. À condition aussi de comprendre que l'ordre utilise des subterfuges pour condamner certains médecins signalants, en dénaturant la nature du signalement et en le mentionnant comme une lettre ou des courriers. Alors qu'il était envoyé aux autorités compétentes. Ou alors en évoquant des actions de signalement et en faisant un comportement répréhensible d'immixtion dans les familles. Le Conseil national de l'ordre des médecins fait également partie des membres du Conseil national de protection de l'enfance, du CNPE, et ça depuis longtemps, et a participé à plusieurs des échanges avec la CIBIS. L'objectif de ces groupes de travail est double. Identifier les freins au signalement et accompagner les médecins dans la rédaction de leurs signalements et informations préoccupantes, pour qu'enfin la forme ne devienne jamais un obstacle à la protection. Donc il y a un besoin de formation qui est essentiel. Parallèlement, nous harmonisons l'action dans les conseils départementaux au travers des commissions vigilance, violence, victimes pour accompagner les médecins dans la rédaction des signalements. Nous mettons à disposition des modèles de signalement et d'informations préoccupantes réalisés en collaboration avec les sociétés savantes. Pourquoi l'ordre veut-il accompagner les médecins dans la rédaction de leurs signalements et les former, alors qu'il vient de dire « vous pouvez mettre ce que vous voulez ». Vous pouvez mettre dans votre signalement ou votre IP ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas constaté. Et former les médecins à quoi ? Sur quoi ? L'ordre n'a aucune compétence en matière de détection des maltraitances. Et quant à la forme du signalement, en quoi elle concerne l'ordre, puisque les contenus ne sont pas opposables selon la loi pénale, sauf en cas de mauvaise foi ? Le docteur Maurice Berger vous a cité l'exemple d'une... Au départ, c'était un certificat, puis c'était un signalement téléchargé sur le site de l'ordre. Il avait pris la précaution de se rapprocher du président du conseil départemental. Et malgré cela, il y a eu des poursuites. Et à l'issue de ces poursuites, il y a eu une condamnation. Mais vous avez entendu dans la présentation que faisait condamnation qui ne dépendent pas de nous, madame. Des condamnations qui ne dépendent pas de nous ? Ah, vraiment ? Mais qui donc a la responsabilité alors ? Bien sûr que les condamnations dépendent des médecins de l'ordre, de la chambre disciplinaire nationale. Comme déjà dit, en chambre disciplinaire, il y a habituellement 5 médecins et un juge administratif. La sanction est prononcée avec la majorité. Donc, ce sont bien les médecins de l'ordre, les mêmes qui sont dans les conseils de l'ordre, qui sont juges, votent et sanctionnent. Que les médecins fassent des signalements et des informations préoccupantes. Et je suis sûre que la chambre disciplinaire qui est indépendante, et ça vous sera confirmé si vous auditionnez le président de la Chambre nationale, il n'y aura jamais, jamais, jamais de condamnation. Regardez les chiffres. Regardons plutôt la réalité.
3 médecins condamnés, 2 en 2023, 1 en 2022 au moins, et déjà condamnés dans les années précédentes pour leur information préoccupante et leur signalement. On le répétera autant de fois que l'ordre des médecins affirmera le contraire. Et j'ai eu envie, dans mon exercice, avant de m'engager ordinalement, d'être encore plus à côté des victimes, de faire ce qu'il ne faut pas faire, d'être comme l'avocat de nos victimes que nous avions en consultation. Ah bon ? Il ne faut pas être l'avocat des victimes ? Pourtant, selon l'article 2 du Code de déontologie, être le défenseur des droits des personnes malades, des personnes fragiles ou vulnérables, et lutter contre les sévices. Certificat, je certifie ce que je constate et je le donne. Aux malades. Aux malades. Ou à l'autorité. Mais c'est les éléments de constat. Quand vous faites un signalement, c'est parce que vous êtes le protecteur. Au-dessus de tout, on protégera. Et aujourd'hui, on est avec vous pour protéger l'enfant. L'enfant, il est au-dessus. Quand on nous dit, oui, mais attention, non, on protégera l'enfant. Donc le signalement, c'est à l'autorité. C'est à l'autorité, même si vous n'avez pas constaté. Voilà. Et là, il n'y a jamais de problème. Alors, pourquoi 3 pédopsychiatres ont-ils été condamnés pour leur signalement, dont l'une, le docteur Eugénie Izard, dans une procédure activement portée par l'ordre lui-même ? Il s'agissait de signalement, pas de certificat. Considérant que la chambre disciplinaire a mal apprécié les agissements du docteur Izard, alors même que les multiples immixtions du docteur Izard dans des procédures en cours, mettant gravement en cause le père d'une enfant, ne peuvent être considérées comme un signalement, mais constituent une immixtion particulièrement grave dans les affaires de famille. Considérant que la sanction de l'avertissement n'est pas proportionnée à la gravité des faits commis, décide d'interjeter l'appel. Et ça, c'est signé le 26 septembre 2018 par le professeur Stéphane Oustric. Toutes celles et ceux qui le font bien, ça pose pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, faire bien ? Alors que dans le même temps, il est dit que l'on peut mettre dans un signalement tout ce qu'on veut. Vous pouvez mettre dans votre signalement ou votre IP ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas constaté. L'ordre prétend que les signalements et les informations préoccupantes ne sont pas soumis aux mêmes règles que les certificats. Or, sur le site du Conseil national de l'ordre, il est précisé que pour les certificats médicaux, d'écrire de façon précise et objective les éléments et faits médicaux personnellement constatés, rapporter, si utile, les dires du patient, au conditionnel et entre guillemets, ne pas se prononcer sur les dires du patient ou la responsabilité d'un tiers. Et pour les signalements et les IP, le signalement au procureur de la République est un écrit précis et objectif décrivant les signes relevés à l'examen clinique par le médecin. Il doit s'attacher à retranscrire les paroles exactes du mineur en les citant entre guillemets avec les termes employés par ce dernier pour décrire les faits. L'information préoccupante, IP. Il s'agit d'expliciter de manière précise et objective les faits préoccupants, constatés ou rapportés. Risques en termes de santé, sécurité, éducation, développement. Et de décrire les éléments cliniques nécessaires au traitement de la situation. Les faits médicalement constatés seront décrits au présent. Les faits rapportés ou non vérifiés seront rédigés au conditionnel. Les propos seront cités entre guillemets. La différence est donc extrêmement ténue entre ces différentes règles de rédaction. Nous sommes donc loin des déclarations comme quoi, dans les signalements, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ou bien que la responsabilité du médecin ne peut être engagée. L'ordre, par ses multiples règles, réduit en réalité drastiquement les contenus des signalements et des informations préoccupantes afin de garder le pouvoir de sanctionner des médecins pour le contenu de leurs signalements. Nous sommes là pour les enfants. Et aujourd'hui, on est avec vous pour protéger l'enfant. L'enfant, il est au-dessus. Quand on nous dit,
Oui, mais attention, non, on protégera l'enfant. On est en phase avec les attentes légitimes des victimes. Parce que le premier élément, c'est les victimes. Il y a quand même l'intérêt de notre République, de nos enfants. Enfin, c'est pas... Voilà. Moi, ça fait 35 ans que je suis là pour eux et j'espère encore un peu. Voilà. Et c'est notre mission de protéger l'enfant. Donc, il n'y a même pas de question pour ça. Mais si on ne se trompe pas, la solution, c'est la même. C'est le signalement. Parce que nous, on doit protéger avant tout l'enfant. Point. La priorité, c'est l'enfant. La priorité, c'est l'enfant. Ah, la priorité c'est l'enfant? Alors pourquoi avez-vous poursuivi le docteur Izard qui défendait l'enfant et pris la défense du père médecin? Voici de nombreux extraits de ce que l'ordre a pu répondre au docteur Izard. Par exemple, le mémoire en réponse du conseil départemental de l'ordre du 30 septembre 2022. Le docteur Izard qui milite contre la reconnaissance, notamment par l'OMS, du syndrome d'aliénation parentale. La question n'est pas de savoir si le docteur, le père, est ou non un père maltraitant. Les maltraitances en question, à les supposer commises, ne justifieraient de toute façon pas le comportement du docteur Izard. Le docteur Izard, emporté par sa posture militante, a visiblement perdu toute objectivité et toute capacité à se remettre en question. La protection de l'enfance en danger suppose une attitude rigoureuse et respectueuse du rôle de chacun. Des accusations d'une telle intensité qu'elles pourraient laisser croire que le docteur Izard serait à l'origine d'infractions particulièrement graves, alors qu'elle n'a fait que signaler la situation d'une enfant victime de maltraitance et soutenir sa mère. Il lui est reproché un prétendu militantisme aveugle, alors qu'elle s'est inscrite dans une attitude rigoureuse, fondée sur un examen clinique consciencieux et un suivi attentif de l'enfant. Des démarches guidées par un souci de venir en aide à une enfant qui sont en réalité à l'opposé de celles du Conseil de l'ordre, dont le recours idéologique au syndrome d'aliénation parentale, SAP, concept dépourvu de validation scientifique et dénoncé comme un outil susceptible de servir la défense des auteurs de violences, apparaît particulièrement préoccupant au regard de la protection des enfants. La priorité, c'est l'enfant. La priorité, c'est l'enfant. Moi, je l'ai fait pas mal de signalements. C'est un moment terrible. C'est un moment terrible quand ça ne suit pas. C'est terrible. C'est terrible parce que vous êtes seul. Et j'ai en mémoire des histoires. Donc c'est terrible. Ça pose problème. Et faire des signalements qui ne suivent pas, et se retrouver en plus poursuivi plusieurs années par son ordre au lieu d'être soutenu, vous pensez pas que c'est terrible aussi? Mais il ne faut pas jeter la pierre aux autorités judiciaires ou aux polices, parce que aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça va quand même vraiment dans un bon sens. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ça va dans un bon sens. Ça va tellement dans le bon sens qu'on a été obligé de créer cette commission d'enquête parlementaire sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants, et en particulier la situation des mères protectrices. 73% de classement sans suite sur les violences sexuelles sur mineurs, ça va dans le bon sens? Alors que seulement 6% des victimes portent plainte. Et seulement 8% des victimes qui ont parlé ont reçu un soutien social positif, c'est-à-dire qu'elles ont été crues, écoutées et protégées, d'après la Civise. Et d'après Maël Stricot, en 2024, on monte même à 86% de classement sans suite, mineurs et majeurs confondus. C'est ça, le bon sens ? On peut se tromper d'un signalement, c'est pas grave. Mais le signalement, de bien le faire. En fait, faut pas en faire un certificat, en fait. Alors pourquoi 3 pédopsychiatres ont été condamnés pour leur signalement, dont une que vous avez vous-même fait condamner pour cela? Ils ont tous été condamnés pour des signalements, et non des certificats. Nous, dans la formation des médecins généralistes,
Première année, ce qu'on appelle la phase de socle, ils sont 6 mois chez le praticien et ils sont 6 mois à l'hôpital aux urgences. Donc on leur apprend bien évidemment immédiatement ces éléments-là par des enseignements spécifiques avec des conseillers ordinaux qui en sont en général maîtres de stage, mais qui viennent à la rencontre sur des cas pratiques. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour leur faire de la connaissance, on est là pour les mettre en situation de compétence. La formation sur les signalements pour les médecins? Donc uniquement des règles de forme? À quelle fin? Pour éviter les poursuites de l'ordre, qui en réalité n'a pas le droit de poursuivre les médecins signalants? Je vais passer la parole à Arnaud Bonnet. Pour les médecins protecteurs, nous avons reçu, vous l'avez vu je pense, le docteur Isard qui avait signalé des faits de maltraitance d'une de ses jeunes patientes à un juge des enfants qui s'est ainsi vu sanctionné de 3 mois de suspension d'exercice. Alors, ces faits passés expliquaient évidemment le chiffre si bas des signalements pour violences sur mineurs émanant des professions médicales, et pour moi c'est un problème, c'est seulement 5% des signalements, ce qui est totalement impossible pour moi, au vu de la proximité qu'on peut avoir avec son médecin. Les médecins ont peur de signaler, aujourd'hui encore, et ça c'est assez effrayant. Et là oui, nous avons un problème, c'est que parfois, le système de plainte semble être détourné par les agresseurs, vous en avez parlé, pour engager des procédures bâillons. Et évidemment, parce qu'à juste titre, ils ne veulent pas être suspendus pour dénoncer ce que vivent leurs jeunes patients. Et ils sont aussi parfois frappés par l'omerta et la peur de dénoncer leurs collègues qui agressent. Il semble encore aujourd'hui régner une culture de l'entre-soi et de couverture de l'institution. C'est peut-être un sentiment d'une situation passée. En attendant, c'est un sentiment qui existe encore aujourd'hui. On voit dans certains conseils départementaux, encore aujourd'hui, qui défèrent le médecin pour des propos, parfois dans les dossiers médicaux, qui devraient être des propos anecdotiques, et ce, sur demande du parent potentiellement agresseur. Nous avons donc aujourd'hui des conseils départementaux qui sont, pour moi, actuellement dysfonctionnels, et je ne parle pas évidemment de celui de Paris. Pour le docteur Isard, vous me permettrez de ne pas répondre, puisque j'ai été président du conseil départemental à la deuxième fois où elle a commencé les éléments. C'est dommage que vous évitiez de répondre devant une commission d'enquête parlementaire où l'on a un devoir de dire la vérité, et puisque vous êtes l'auteur même de ces poursuites, monsieur Oustric. Il faut lire ce qui est public. Les jugements sont publics, et les éléments de la matérialité sont dans les éléments publics. Les éléments de la matérialité sont bien publics, et l'ordre a condamné le docteur Isard pour un signalement fait pour protéger une enfant maltraitée. Alors la matérialité des faits, la voici. Au début, on a reproché au docteur Isard d'avoir envoyé son signalement au juge des enfants, et on lui a dit que c'était interdit, alors que l'ordre lui-même l'indiquait sur son site. Un comble! Le signalement peut être effectué auprès de l'autorité judiciaire, médicale ou administrative, c'est-à-dire auprès du procureur de la République ou du juge des enfants. Le Conseil d'État a ensuite cassé cette sanction de 3 mois d'interdiction d'exercer la médecine pour avoir effectué ce signalement au juge des enfants et a renvoyé l'affaire à juger une deuxième fois à la Chambre disciplinaire nationale. Donc, l'Ordre des médecins a cherché à s'en prendre à un autre signalement et information préoccupante et à dénaturer les faits, en les faisant passer pour des courriers ou des lettres. Et par ce tour de passe-passe, il a pu condamner le docteur Isard pour son courrier de signalement et au motif d'immixtion dans les affaires de famille. Une immixtion particulièrement grave dans les affaires de famille. Pas un signalement, mais une immixtion. Une attitude d'immixtion dans les affaires familiales non justifiée par des raisons professionnelles. Il est infligé au docteur Isard la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de 3 mois, dont 1 mois avec sursis. Moi, je ne vais pas dans la presse, je ne fais pas de bouquins, je ne fais pas. C'est son droit légitime. Voilà. Faux! Pourtant, monsieur Oustric, vous avez commenté son affaire dans la presse, dans le journal Libération du 12 mars 2021, en affirmant qu'il s'agissait bien d'une situation d'instrumentalisation. Et en disant, dans cet article qui lui était consacré, que l'association de professionnels qu'elle avait créée et qu'elle présidait était dans des dérives sectaires devant intéresser la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,
Rien que ça. Un président de conseil départemental de l'ordre, censé garantir la déontologie et la protection des plus vulnérables, qui disqualifie et diffame publiquement un réseau de professionnels engagés pour les enfants en le qualifiant de dérive sectaire. Voilà un renversement symbolique très fort. Et que le Conseil national juge que de tels agissements ne contreviennent pas au code de déontologie, alors qu'ils ne respectent ni l'obligation de confraternité, article 56, ni la probité, ni la moralité dont doit faire preuve un médecin, article 3, montre à quel point cette institution est complice en ne poursuivant pas des comportements inacceptables de certains de ses membres. Et je pense que le conseil départemental, depuis longtemps, n'a jamais voulu répondre à ces éléments de quelqu'un qui va dans la presse et qui fait la publicité. Pour le président de l'ordre, aller dans la presse pour dénoncer des dérives de l'ordre et lancer l'alerte sur les dysfonctionnements entravant la protection des enfants, c'est, je cite, faire de la publicité. Écrire des livres, c'est faire de la publicité. Un livre qui s'intitule « Ces enfants qu'on maltraite », c'est faire de la publicité. Donc je ne répondrai pas à notre consoeur et je lui souhaite plein de bonnes choses. Elle a traversé aussi des moments difficiles, mais pas que pour les éléments dont elle relate, si on est totalement franc. En affirmant sous forme d'insinuation qui ne repose sur aucun fait examinable et en rapport avec l'objet de cette audition, vous introduisez une appréciation personnelle non étayée qui met en cause la crédibilité du docteur Izard plutôt que de répondre sur le fond. Cette stratégie de disqualification personnelle vous éloigne grandement des obligations de neutralité et de respect que votre fonction exige. Quand on dit, je peux en parler parce qu'ils ont répondu, vous avez une villa à Nice avec la piscine ici et là, c'est totalement faux. C'est totalement faux puisqu'il y a un achat. Je peux vous donner les chiffres. Vous devez savoir, vous êtes la République dont je vous dois. Ça coûtait 2,5 millions d'euros. 1,5 million en vente de l'ancien local qui n'était pas adapté. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas recevoir le public. Donc vous êtes obligé, quand vous êtes une institution, de recevoir le public. La villa, la piscine est rebouchée immédiatement en 2021. Il y a 15 places de parking. Il y a même France 2, je crois, qui est allé faire un documentaire là-dessus. Aujourd'hui, ce bien qui a coûté 2,5 millions, alors qu'on avait déjà 1,5 million de la vente du précédent, est estimé à 3,5 millions. Moi, je n'ai pas l'impression que le patrimoine des médecins, parce que c'est le patrimoine des médecins, ait été affecté. Donc si on sort des chiffres, que sur des factures de notaire, sur des éléments de facture, ce n'est pas authentifié, écoutez, je me pose des questions. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais celui-là, il était emblématique. Le recours au concept de l'annihilation parentale. Vous le savez sûrement, et je voudrais savoir si d'ailleurs des médecins sont actuellement poursuivis pour y avoir recours en tant qu'experts, mais certains continuent de parler de ce SAP, de ce syndrome, à l'enseigner d'ailleurs à des avocats, à l'enseigner, à véhiculer ce concept. Je voudrais savoir quelle est votre position, et je pense qu'elle est très claire, mais sur ce point-là. Sur la problématique que vous avez annoncée, le syndrome d'aliénation parentale, moi j'ai entendu qu'il y avait des conférences de consensus et des évolutions avec des grilles de scoring ou de bonnes pratiques. Je pense qu'SVA et d'autres, il faut savoir les prendre en compte. C'est là où l'intérêt de la spécificité, de la spécialité de pédopsychiatrie, avec des éléments quand même compliqués. C'est plus compliqué qu'une fracture à en savoir où est-ce qu'elle est placée. Mais en tout cas, quand il y a des conférences de consensus qui ne sont pas le maximum dans la recommandation scientifique, ce n'est pas un grade ABC, bon voilà. Le docteur Izard et le REPA, que vous avez accusé de dérive sectaire, font partie des principaux auteurs ayant dénoncé ce concept comme non scientifique en France. Le docteur Eugénie Izard et le docteur Maurice Berger ont notamment rédigé des articles parus dans une revue référencée sur ce sujet.
Mais en tout cas, c'est une conférence de consensus qui fait état et qui a produit des éléments voilà, et qui sont largement édités aujourd'hui dans la littérature, que même nous, on apprend à nos étudiants, et donc SVA et autres. Le docteur Oustrik apprend le SVA à ses étudiants ? Comment cela est-il possible ? C'est une méthode qui n'est enseignée qu'en Suisse, avec une formation de 40 heures destinée à la pratique d'expertise, d'analyse de crédibilité de la déclaration de mineurs victimes d'agressions sexuelles, et uniquement réservée aux psychologues et aux psychiatres. Le docteur Stéphane Oustrik est un généraliste. De ce fait, comment pourrait-il être en mesure de l'apprendre à qui que ce soit, et qui plus est, à des étudiants en médecine générale, alors qu'il s'agit de compétences hautement techniques de spécialistes ? Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire ce qui est de recommandé. Et donc ce qui est recommandé, ce n'est pas le syndrome d'aliénation parentale. C'est frappant cette non-recommandation du syndrome d'aliénation parentale, concédée du bout des lèvres, d'une voix presque éteinte. On sent comme un embarras. Quand quelqu'un dit « moi je sais, je fais ça », je pense que vis-à-vis du juge et vis-à-vis de la cour d'appel qui le nomme, cet expert engage une responsabilité du technicien qu'il est. Mais ça, c'est de la problématique quand même de la justice, en partie. Vous voyez ? Moi, je ne vais pas interférer sur ces éléments. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une question de déontologie aussi quand même, de non, mais véhiculer si c'est son référentiel métier, je ne vais pas faire... Enfin, je ne vais pas aujourd'hui venir discuter sur les propos de mon collègue Berger. Et mon collègue Berger, quand même, c'est un homme admirable, honorable, qui a un savoir rare, mais qui est avancé dans l'âge. Mais lui, il se remet en cause, il se remet en question. En tant que gardien de l'éthique, Dr Oustrik, on vous parle de votre responsabilité de la pratique médicale d'un expert qui utilise le SAP au détriment de la protection des enfants. Pourquoi, Dr Oustrik, ne répondez-vous pas que l'ordre est engagé au respect de l'éthique de protection des enfants et bannit fermement, comme c'est indiqué dans le code de déontologie, tout charlatanisme ou procédé non conforme à la science ? Pourquoi, au lieu de ça, déviez-vous sur la pratique du docteur Berger, qui alerte justement sur ce procédé frauduleux depuis plusieurs années, en disant que vous n'allez pas venir discuter de son référentiel métier ? D'ailleurs, face à l'inélégance de vos attaques ad personam, le docteur Berger a une réponse à vous faire. Lors de son audition, le docteur Oustrik, président du Conseil de l'Ordre, a utilisé, pour invalider mes propos, un argument ad personam en me qualifiant d'avancé dans l'âge. Ma sénescence ne me paraît pas aussi évidente. Je suis le seul pédopsychiatre à mener des recherches actuellement sur la prise en charge des mineurs extrêmement violents, avec un ouvrage paru en 2025 sur ce sujet. Je suis sollicité chaque année pour la formation des magistrats à l'École nationale de la magistrature, encore en avril 2026, sur la violence des mineurs et sur les séparations parentales conflictuelles. On fait régulièrement appel à moi dans les services d'hospitalisation pédopsychiatrique, à temps plein, pour apporter mon éclairage sur des situations complexes. Je suis le pédopsychiatre consultant d'un dispositif innovant, unique en France, l'Arbre Voyageur, dédié à l'accueil des mineurs dits incasables, qu'aucune autre structure ne parvient à prendre en charge. J'ai été invité en mai 2026 par le groupe lyonnais de psychanalyse Rhône-Alpes pour donner une conférence suivie par 400 personnes sur la construction des comportements violents. Je suis l'auteur d'un article sur le rétablissement des interdits dans la revue française de criminologie et de droit pénal en octobre 2025 et d'un article sur la destructivité dans un ouvrage collectif paru aux éditions RS en 2025. Et je suis toujours psychiatre, dans un service de réadaptation fonctionnelle qui reçoit, entre autres, des victimes d'agressions, etc. Je pense donc ne présenter qu'une forme modérée de gâtisme. Quand on est expert, il faut se baser sur les éléments acquis de la science à un moment donné. C'est pas « je l'ai appris il y a 40 ans et je reste campé sur cet élément-là ». Puisque vous avez contourné malhabilement la question pourtant bien claire de Madame la députée sur la responsabilité de l'ordre à garantir l'éthique et la conformité des pratiques médicales face à l'utilisation du concept frauduleux d'aliénation parentale, il est peut-être temps de parler de la plainte en appel à l'ordre des médecins contre un certain psychiatre, fervent promoteur du syndrome d'aliénation parentale et de ses avatars. C'est un autre son de cloche que l'ordre laissait pourtant entendre il y a peu. Citons. Il ressort des pièces du dossier, d'une part qu'il n'est nullement avéré que le docteur X se soit comporté en disciple inconditionnel de Richard Gardner,
ou se soit purement et simplement rallié aux théories de ce dernier. D'autre part, que le concept de l'aliénation parentale ou de situation similaire sur lequel s'est exprimé le docteur X, même s'il n'est pas médicalement validé, notamment par la 5e édition de 2022 du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques, DSM-5, ou la 11e classification internationale des maladies, CIM 11, publiée par l'OMS et ne fait pas consensus, n'en suscite pas moins un large débat scientifique auquel ont pris part de nombreux professionnels, voire même des juridictions. Dans ces conditions, outre qu'il n'appartient pas à la chambre disciplinaire de trancher le fond de ce débat théorique, le seul fait pour le docteur X d'exprimer une opinion, fût-elle minoritaire, sur ce sujet controversé toujours en discussion, ne peut être regardé comme un manquement aux obligations déontologiques mentionnées par les articles précités du Code de la santé publique. Par ces motifs, décide les plaintes des associations REPEA, IED, CDP Enfance et CFCV sont rejetées. Le psychiatre en question n'a pas été poursuivi. L'ordre a refusé de le poursuivre pour les multiples expertises controversées pour lesquelles il n'a donc pas été déféré. Quelle suite en attendre de l'ordre, fort de votre aveu de non-recommandation du SAP ? Le Conseil national va-t-il enfin déférer ce psychiatre pour ses multiples expertises, utilisant ce concept de SAP ? On peut relever au passage ce petit détail significatif. Si l'usage du terme militantisme est, concernant ce docteur X, prudemment placé entre guillemets par l'ordre, comme une simple citation des plaignants, dont la plainte sera rejetée, rappelons-le, en revanche, concernant le docteur Izard, le mot semble beaucoup plus assumé par l'ordre qui le fait sien plusieurs fois. Sans commentaire. Je crois, Madame la Présidente, que vous voulez parler de la problématique des experts judiciaires qui donc sont en mission de service public, c'est-à-dire qui ne peuvent être déférés que par les ordres. Et vous soulevez les problématiques d'experts judiciaires qui n'ont pas été déférés par l'ordre, par le conseil départemental, mais il y a des voies de recours. C'est-à-dire comme que si il y a un appel d'abord au national, et il y a une cassation, et il y a le tribunal surtout administratif pour ces experts. En clair, pour obtenir qu'un expert soit enfin mis en cause, il faudrait s'engager dans un parcours procédural interminable, coûteux et souvent inaccessible. Autant dire que c'est mission impossible pour le citoyen lambda. Nous ne sommes pas là pour juger de la compétence. Nous ne pouvons pas, nous, juger de la qualité des soins. Il est difficile pour un conseil départemental de juger pareillement de la qualité d'une expertise comme de la qualité de soins qui n'ont pas été rendus suivant les données acquises de la science. Voilà. Donc, et c'est peut-être pour cela que certains experts judiciaires n'ont pas été déférés. C'est pourtant précisément la mission de l'ordre de juger de l'incompétence des médecins et de les exclure s'ils sont dangereux. En vertu de l'article L 4121-2 du Code de la santé publique, l'ordre des médecins a pour mission de veiller au respect, par les médecins, des principes de compétence, de probité, de dévouement et des devoirs professionnels. À ce titre, il lui appartient d'apprécier disciplinairement les manquements d'un médecin à ses obligations déontologiques, notamment à l'article R 4127-32 du Code de la santé publique, imposant des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. Et puis, ce que disait le président Stéphane Oustric, c'est qu'il y a également le juge qui a posé des questions et qui n'obtient pas les réponses à ces questions. C'est à lui aussi ou nommer un autre expert. Enfin, vous voyez, c'était pour expliquer un peu cette problématique particulière. Donc, l'ordre ne sert à rien alors dans ce domaine. Pourquoi alors l'État leur délègue-t-il un pouvoir qui dépasse leurs compétences ? Et puis c'est la faute du juge. On botte en touche, on se déresponsabilise. Bravo l'ordre.
certaines personnes continuent d'utiliser ce syndrome qui n'est pas reconnu par l'OMS, par exemple. Oui, il n'est pas reconnu. Il est pas au niveau reconnu dans déontologique. des éléments, non, Oui. il n'est pas reconnu dans des éléments, on va dire, particuliers. Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance, elle se fait sur d'autres consensus, dans la pédopsychiatrie. Donc il ne faut plus la reconnaître. Mais dans vos pratiques, vous n'êtes pas dans les cabinets. Là où elle n'est pas reconnue et mise en exergue, c'est dans des expertises. Comment on arrive à ce niveau d'expertise? C'est une mission de service public fixée par un juge. Ceux qui font une infraction parce qu'ils s'en servent sous forme de signalement ou de certificat, ils retombent sous d'autres éléments, là, de pouvoir enfreindre la déontologie sur des éléments qui ne sont pas des bonnes pratiques. Mais où est-ce qu'on va pouvoir agir? C'est l'insuffisance professionnelle. À propos du syndrome d'aliénation parentale, on va reprendre toute sa phrase alambiquée. Il n'est pas reconnu dans des éléments particuliers parce qu'aujourd'hui la reconnaissance elle se fait sur d'autres consensus dans la pédopsychiatrie. Donc, il ne faut plus la reconnaître, mais dans vos pratiques, vous n'êtes pas dans les cabinets. Là où elle n'est pas reconnue et mise en exergue, c'est dans des expertises. Comment on arrive à ce niveau d'expertise? C'est une mission de service public fixée par un juge. Ceux qui font une infraction parce qu'ils s'en servent sous forme de signalement ou de certificat, ils retombent sous d'autres éléments de pouvoir enfreindre la déontologie sur des éléments qui ne sont pas des bonnes pratiques. Mais où est-ce qu'on va pouvoir agir? C'est l'insuffisance professionnelle. Résumons la pensée de Monsieur le Président de l'Ordre des médecins. L'ordre ne peut pas juger de la qualité des soins ni des expertises qui sont tendancieuses et qui mettent en danger les enfants victimes de violences sexuelles. Mais par contre, l'ordre peut juger si les signalements, entre guillemets, qui sont donc faits par des médecins pour protéger les enfants victimes, enfreignent la déontologie. Le président est franc. Là, l'ordre peut agir. Donc, pour l'ordre, au travers de son président, enfreindre la déontologie, c'est mal signalé, selon des appréciations et interprétations fluctuantes, partiales et arbitraires de l'ordre, comme vu précédemment dans le traitement des signalements. L'ordre ne considère donc pas qu'ils doivent contrôler la profession en dehors des médecins signalants. Mais pourtant, c'est bien sa principale fonction pour laquelle il est en place. Donc pas de contrôle, notamment des experts qui font des rapports tendancieux en faveur de pères maltraitants ou pédocriminels? Ça tombe bien, c'est ce que le REPEA et le collectif de médecins Stop Violence, avec de nombreux médecins, dénoncent depuis des années. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le consensus, il est sur autre chose que sur ce syndrome qui n'est pas validé. Voilà. Ah, c'est un tout petit peu mieux que tout à l'heure. Et donc, ce qui est recommandé, ce n'est pas le syndrome d'aliénation parentale. Toujours à propos de ce SAP et des experts qui l'utilisent. Est-ce que ça fait courir une insécurité? Et c'est là où on retombe dans des éléments d'abord de pénal potentiellement, parce que c'est une mise en danger. C'est là où on retombe dans des problèmes de déontologie quand ils sont allégués, enfin quand ils sont pas allégués, pardon, quand ils sont déclarés au Conseil de l'ordre. Mais l'ordre ne peut pas se déclarer quand lui-même n'a pas la connaissance. Vous voyez, c'est toujours compliqué quand on ne nous prévient pas. Si vous prévenez pas que le docteur psychiatre utilise cet élément de base, vous voyez, si vous ne le dites pas, il peut continuer son activité si personne ne s'en plaint. S'il n'y a pas de plainte, qui voulez-vous qu'il le sache? Mais, Madame la Présidente. Mais des femmes qui sont confrontées à ce mais sujet-là s'en plaignent. Mais elles le disent. Des associations nous le disent, des avocats nous le disent. Donc il y a une réalité de l'utilisation de ce symptôme et des conséquences terribles que ça peut apporter. On va demander à tous nos conseils de revenir vers nous, voir s'ils ont des éléments de preuve. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils partent au civil ou qu'ils partent au pénal. Vous voyez ce que je veux dire? De multiples plaintes contre des experts émanant de patients ou d'associations ont été déposées au Conseil de l'Ordre. Les reproches portent sur les aspects tendancieux de ces expertises. Le fait que les enfants qui avaient allégué des violences sexuelles incestueuses n'ont pas été évalués selon les protocoles recommandés, et parfois même pas reçus du tout. Des évaluations sans fondement clinique de mères qui, rapportant juste les paroles de l'enfant, étaient qualifiées d'être interprétatives ou aliénantes. Malgré les défaillances méthodologiques, le manque d'examen consciencieux, le parti pris manifeste de l'expert et la mise en danger des enfants non protégés
qui se sont retrouvés exposés aux pères dénoncés, voire avec des gardes totales transférées à leur égard, l'ordre n'a jamais déféré aucun de ses experts. Non, mais je comprends ce que vous dire. Il y a une plainte qui est réellement portée donc, par des personnes, donc en l'occurrence, bien sûr, les mamans et les associations. Mais nous, on n'en a pas la trace. Donc il va falloir qu'on vérifie dans les conseils départementaux ou au régional si on a des traces. Mais ça ne nous dit rien. On va le vérifier. Hein. Faux. Le conseil départemental des Yvelines a été saisi à plusieurs reprises, ainsi que le conseil national, depuis au moins 2015, par plusieurs patients et plusieurs associations. Mais l'ordre n'a jamais déféré ce psychiatre concernant ses expertises judiciaires et l'ensemble des autres plaintes a été rejeté par la chambre disciplinaire régionale. Il n'appartient pas à la chambre disciplinaire de trancher le fond de ce débat théorique. De dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci Madame la Présidente, je le jure. Comment, d'ailleurs, le Conseil de l'ordre pourrait-il s'insurger et poursuivre des experts alors qu'il utilise lui-même le SAP comme fondement probant dans des poursuites et des décisions, comme ce fut le cas du docteur Izard, poursuivi par le conseil départemental que le docteur Oustric présidait. Allez-y, docteur, oui. Écouter les auditions, évidemment, j'ai essayé de remonter pour voir à quel moment il n'y avait pas eu justement un expert judiciaire dans cette situation n'avait pas été déféré grâce à Caroline Héron, nous avons retrouvé une situation qui remonte à quelques années, je ne peux pas exactement dire, mais en tout cas, voilà. Donc, selon leurs recherches, il n'y aurait eu qu'une plainte contre un expert poursuivi pour SAP qui n'aurait pas été déféré par le Conseil de l'ordre. C'est faux, comme nous venons de le voir. Plusieurs plaintes ont été portées pour ce motif depuis plusieurs années. En d'autres termes, il faut se poser une sérieuse question. Les patients ne peuvent pas être protégés par un système qui ne prend pas ses responsabilités pour mettre en cause de potentiels experts défaillants. Comment peut-on encore croire qu'il n'y aurait aucun expert problématique en France ? Force est de constater que nous avons affaire à un système qui échoue à protéger les patients. Mais on n'a pas la main entièrement parce que y a aussi le problème des experts. S'il y a des experts qui posent problème dans leurs expertises, il ne faut plus qu'elles soient inscrites sur la liste du procureur. Sauf que s'il n'est pas condamné par l'ordre, comment la justice peut-elle comprendre que cet expert est incompétent ou dangereux, puisque c'est justement à l'ordre de juger des bonnes pratiques et d'agir pour la protection des patients ? C'est pourquoi il faut un désaveu public clair, officiel et sans faux semblant du syndrome d'aliénation parentale et de tous ses avatars, aliénation parentale, parents aliénants, syndrome de Munchausen par procuration, fabulation maternelle, mère interprétative ou aliénante, et toutes ces constructions dévoyées et utilisées pour retourner contre les mères et contre les enfants la parole qu'ils tentent de faire entendre. Actuellement, l'ordre assure une pleine immunité pour tous les experts, même les plus controversés, et s'est acharné dans des poursuites infondées contre des médecins signalants. C'est le monde à l'envers, littéralement. Nous demandons à ce que cesse cette inversion perverse des valeurs humanistes et déontologiques et une levée immédiate de cette immunité des experts, ainsi qu'un contrôle citoyen et judiciaire permettant d'assurer les poursuites de ceux qui apparaissent dangereux au grand jour. Nous demandons aussi la pleine immunité des médecins œuvrant pour protéger les enfants. Bien, on ne va pas vous retenir plus longtemps puisque vous êtes contraints vous aussi. Eh bien, allez-y, vous avez le droit de déguerpir. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà.
Et nous terminons donc cette audition. Merci à tous et à toutes.